Hello tout le monde, c'est Walgo et aujourd'hui j'aimerais vous présenter la règle du jeu d'Epix. C'est réalisé par Rikitata et illustré par Nayad. C'est un jeu pour 2 à 4 joueurs pour des parties d'environ 30 minutes. Dans Nayad, vous êtes donc à la tête d'un château et vous allez vous disputer l'héritage que le roi a légué. Normalement, selon la coutume, ça aurait été divisé par le nombre d'héritiers. Mais ces derniers ne veulent pas partager et veulent toute la couverture rien que pour eux, veulent la tirer pour eux. Donc, vous allez donc devoir vous affronter et le vainqueur est celui qui aura réussi à destituer un adversaire de son château. Si jamais cet élément de partie a lieu, la partie s'arrête directement. Mais si jamais vous n'avez pas réussi, au bout des 4 phases, des 4 saisons, la partie s'arrêtera et on départagera les adversaires de la manière suivante. Le joueur qui aura le plus de territoire sera déclaré vainqueur. Et si jamais il y a une égalité, eh bien ce sera le joueur le plus riche qui sera déclaré vainqueur. Donc comment ça se passe, comment on joue à Nayad? Déjà là on a une configuration pour 4 joueurs. Chaque joueur a 10 pions qui sont divisés par la manière suivante. Vous avez 3 soldats, 2 chevaliers, 2 catapultes et 3 camps. Donc la première chose à faire avant de lancer les hostilités avec les saisons, vous allez déjà faire une phase préliminaire. La phase préliminaire, c'est tout simple. En commençant par le premier joueur qui recevra la carte au hasard, eh bien ce dernier va placer des unités en payant le montant concerné pour pouvoir déployer l'unité, en sachant qu'au début nous avons un château plus 2 provinces sous lequel nous sommes propriétaires, et après on va s'étendre au fur et à mesure, en sachant qu'on ne peut pas déployer 2 unités identiques dans une même zone. Donc là, le château est une zone, on ne pourra pas mettre 2 soldats ici. Mais après, on pourra très bien mettre un chevalier, etc. On reviendra sur les capacités de chaque personnage après. Là, on va déjà se concentrer sur la phase préliminaire. Donc voilà, je vous disais, on installe, on met des unités un peu partout, en respectant, bien entendu, au début, on les met, je dis pas un peu partout, on les met que sur les unités et sur les zones qui sont adjacentes à notre château. Et après, on pourra se déployer au fur et à mesure avec les cartes de déplacement de chaque unité. Mais dans un premier temps, on fait donc, on installe, on paye, etc. On installe, on déploie ses unités. Puis après, c'est à chaque fois, on tourne jusqu'à ce que des joueurs décident de passer. À savoir que dans la règle avancée, on y reviendra un peu plus en détail en fin de vidéo. Mais il y a aussi une phase d'enchère pour récupérer des cartes spéciales qui vont changer en gros certaines règles du jeu de base. Dans une première partie, consacrez-vous surtout à un jeu, une partie avec les règles de base. Et puis une fois que vous serez à l'aise avec les règles de base, vous pourrez instaurer la règle avancée. Une fois que c'est bon, on a tout déployé nos unités, qu'on a payé à la banque ce qu'il fallait, etc. La partie commence vraiment. Donc une partie se déroule en 4 saisons et chaque saison est divisée en 5 phases. Dans un premier temps, il faut récupérer cette carte, c'est la carte premier joueur. Et comment ça se passe? Eh bien, ça sera une enchère secrète, une mise. Chaque joueur va prendre dans sa réserve tout son or et va ensuite secrètement miser ce qu'il veut pour récupérer la carte premier joueur qui sera importante surtout pour la dernière saison. On y reviendra après. Donc on mise tous et le joueur qui aura misé la plus grosse somme d'argent récupérera la carte. S'il y a une égalité, c'est le joueur qui est le plus proche à gauche du détenteur de la carte qui recevra la carte premier joueur. Ensuite, une fois qu'on a décerné le premier joueur, c'est la phase de choix de carte action. Donc là, sur la carte, comme vous pouvez le voir, sur la carte saison, il n'y a qu'une seule carte. Donc chaque joueur jouera une carte pendant 3 saisons. Une carte à chaque saison. Puis après, dans la dernière, on jouera 2 cartes. Mais on y reviendra un peu plus en détail, encore un peu plus après. Donc chaque joueur choisit une carte qui fait phase cachée. Une fois que c'est fait, on révèle en commençant par le premier joueur qui va faire ses actions.
Donc là, lui, il décide de déployer encore plus d'unités. Et là, vu qu'on est dans la phase vraiment de saison, s'il veut déployer de nouvelles unités, de nouveaux soldats dans d'autres zones, il pourra le faire. Soit il le fait toujours dans son château ou dans ces deux zones qui lui sont dues, à savoir que si jamais, au fur et à mesure du jeu, de la partie, vos adversaires ont réussi à s'accaparer votre territoire, bien entendu, vous ne pouvez plus vous déployer dans la zone qui est occupée par l'ennemi. Mais vous pourrez aussi vous déployer un peu partout pour savoir que quand vous voulez déployer dans une nouvelle zone, il faut juste avoir une zone adjacente à celle euh, que vous voulez avoir. Le Kilimanjaro, ça on va y revenir directement maintenant. Le Kilimanjaro, donc ça c'est une zone qui est centrale, c'est la montagne. Et en gros, cette zone va pouvoir vous permettre plus facilement d'attaquer les autres ennemis. Donc elle va sûrement être très 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 prisée par les joueurs. Mais à savoir que le Kilimanjaro, le chevalier ne peut pas y aller et ne peut pas non plus attaquer les personnages qui s'y trouvent. L'autre unité qui ne peut pas attaquer dans le Kilimanjaro, mais qui peut s'y déployer, c'est la catapulte. Mais on reviendra un peu plus en détail après sur chaque capacité de ces unités. Donc vous avez la carte recrutement, vous avez également une carte déplacement, et vous avez une carte taxe qui vous permet de récupérer de l'argent. Cette carte-là sera peut-être utile, mais moins souvent que les autres. Donc là, c'est pour déployer de nouvelles unités. Et donc là, c'est la phase qui va nous être intéressante après. C'est tout le sel du jeu, c'est tout ce qui est partie attaque pour pouvoir ensuite essayer d'aller à votre objectif, c'est-à-dire d'attaquer un adversaire, un joueur ennemi. Ça, vous l'aurez compris, la phase recrutement, hein, c'est pas compliqué, il suffit juste de payer le montant qui est indiqué et ensuite vous déployez votre unité en respectant bien entendu les règles, c'est-à-dire que vous ne pouvez pas mettre une autre unité similaire à celle qui est déjà présente, vous ne pouvez pas mettre le chevalier ici, enfin vous l'aurez compris. Une fois que c'est fait, on va passer à la phase attaque, la phase déplacement, etc. Donc, à savoir, et là on va se consacrer à chaque unité, le soldat. Le soldat, lui, ne peut se déplacer que d'une case à chaque fois adjacente et qui n'est pas occupée par un ennemi. Ou alors il peut attaquer. S'il se situe dans une case qui est adjacente à des ennemis, là il va pouvoir s'occuper et attaquer. À savoir que la catapulte, on y reviendra, mais elle ne peut pas défendre. Elle ne peut que attaquer, mais elle ne peut pas défendre. Ce sera un élément important, vous allez voir et comprendre une fois qu'on aura fait ce petit cas de figure de l'attaque. Donc imaginons que le soldat, dans un tour précédent, s'est déplacé et que là, maintenant, dans son autre tour, il décide d'attaquer. Donc on va passer directement à la phase d'attaque et de défense. L'attaque, tout simplement, c'est l'or. C'est l'or, en gros, qui va constituer vos dégâts. Le joueur adverse, celui qui défend, prend conscience de tout ce que vous avez en argent et il peut se dire, bon, bah forcément, la mise sera entre 1 et 5. Le joueur qui attaque, secrètement, prend une mise et la met dans sa main. Le joueur adverse qui défend, lui, va devoir dire un chiffre. Donc il le sait entre 1 et 5. Donc là, il va dire par exemple 2. Bon, là, c'est 3. Imaginons qu'il a réussi, qu'il a trouvé le bon chiffre. Si c'est le cas, le joueur qui a attaqué, son unité est revenue dans sa réserve. Si par contre, c'est un échec, le joueur qui a défendu, c'est lui qui récupère son unité et la met dans sa réserve. Et dans ce cas de figure, vous voyez, là, la catapulte, elle ne peut pas défendre. Donc là, la catapulte, vous avez compris, vu qu'elle est isolée, elle va devenir la vôtre. Donc, on va convertir la catapulte et elle va devenir jaune. Donc ça se repassera au prochain tour. Il faudra y aller, etc. Ça, c'est bon, ça c'était pour la phase, on va dire que c'était la catapulte, etc. Il attaquait. Le chevalier, lui, peut se déplacer autant qu'il veut, tant qu'il y a des zones soit occupées par des unités voisines, des unités amies, ou alors des zones vides. S'il attaque,
Bon là, par exemple, il vient là, on sait que c'est une catapulte, donc il n'y a pas d'attaque. Mais imaginons que c'était comme ça, là il attaque, s'il le tue, hop, il peut continuer à avancer. Là, elle aurait été devenue jaune, donc il peut continuer à avancer. Tant qu'il n'y a pas de zone ennemie, il peut avancer, attaquer autant qu'il veut, tant qu'il a l'or, etc. Le camp. Le camp, lui, il ne peut pas attaquer, il ne peut juste défendre. Il peut défendre, et si bien entendu, imaginons que ça se passe comme ça, là, le chevalier a réussi à attaquer ici, et que là, il attaque, et que le camp n'a pas réussi à défendre, eh bien le camp deviendra dans la couleur de l'adversaire. C'est-à-dire que là, ça sera un camp noir. Donc le camp, donc on va revenir, on va récapituler. Donc le soldat ne peut, il n'a qu'une défense simple, mais si jamais le soldat se trouve dans le Kilimanjaro, là il a une défense double. Le camp a également une défense double. La catapulte, elle, ne peut pas défendre, donc elle n'est pas concernée par la défense double. Et le chevalier, je le rappelle, ne peut pas venir dans le Kilimanjaro. Si la catapulte est là, par contre, et que lui n'est pas là, la catapulte peut attaquer de 2, c'est-à-dire qu'elle peut viser un château. Mais une catapulte peut attaquer un château, elle peut attaquer la garnison, etc. Bon, la catapulte, vous avez compris, elle ne peut pas défendre. Donc elle ne peut pas, si un joueur attaque, il passe outre et il s'attaque directement à la garnison. Par contre, si vous avez des unités, il devra déjà s'occuper des unités pour ensuite s'occuper des garnisons et essayer de s'accaparer le château. Le chevalier, on l'a dit, il ne peut pas aller là-bas, etc. Le soldat, c'est bon. Bref, vous avez tous les éléments par rapport au déplacement, à leurs attaques ou défenses. Enfin bref, tout ce qu'ils peuvent ou ne peuvent pas faire. Une fois que c'est fait, on a le revenu saisonnier. Ça, c'est la phase 4 d'une saison. C'est-à-dire que chaque joueur qui a un camp recevra 1 d'or. Et chaque joueur qui occupe une zone où il y a une petite monnaie recevra aussi plus 1 en or. Là, c'est bon, c'est fait. Et ensuite, on passe à un changement de saison. Donc, on fait les 3 premières saisons normales, comme on l'a fait, etc. Et la 4e saison, ce qui change, c'est que chaque joueur aura 2 cartes à jouer. À savoir que quand il joue ses cartes, il ne peut pas faire un coup de là, un coup de là. Il faut absolument qu'il écoule chaque action de sa carte pour passer à une autre. Mais par contre, il peut jouer celle qu'il veut en premier, il n'y a pas de problème. Mais il ne peut pas faire un mix des deux. À savoir également que le dernier joueur, lui, il ne pourra pas jouer sauf s'il est sûr de remporter la partie. Donc c'est là qu'est important d'avoir la carte premier joueur, c'est pendant la phase 4, la saison hivernale, car là, le dernier joueur ne pourra pas jouer. Donc là, ça va sûrement se batailler très 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 dur pour récupérer la carte et avoir la chance de pouvoir jouer. Car je vous le dis, le dernier joueur, s'il n'est pas sûr de gagner, il ne peut pas jouer. Parce que non, il ne peut pas changer le cours de la bataille et s'en prendre à un joueur plus qu'un autre. Il ne peut pas être un arbitre de cette façon. Donc s'il joue, c'est qu'il gagne. Sinon, il ne peut pas jouer. Donc c'est pour ça que ce serait très important de ne pas être le dernier joueur lors de cette dernière phase et ce dernier tour. Une fois que vous avez tous ces éléments-là en compte, eh bien, vous avez à peu près tout que vous devez savoir pour jouer à Epix. Donc je rappelle, donc là vous avez le Kilimanjaro qui est au cœur, donc lui il va pouvoir facilement essayer de s'étendre et attaquer les autres, mais il va aussi forcément se faire attaquer par les autres pour éviter qu'il se fasse envahir facilement. Les zones aussi, vous allez récupérer de l'or, car ça sera tout le sel aussi du jeu de pouvoir acquérir et amasser de l'argent. Il ne faudra pas non plus se déployer à gogo, parce que forcément vous avez besoin aussi de votre argent pour attaquer. Donc ça ne sera pas toujours facile. Ce n'est pas un jeu aussi simple qu'on peut le penser, même si sur le papier c'est simple. Mais il y a de la stratégie, à savoir est-ce qu'on va vouloir se déployer vite. Il faut quand même assez avoir de l'argent pour pouvoir attaquer les autres. Parce que si j'ai pas beaucoup d'argent, bah forcément l'adversaire qui défend va se douter, il va pas avoir trop de problèmes. Alors il y a un truc que j'ai oublié de te dire, la défense double. Ça, c'est un point important aussi. La défense double, vous en avez dans le château. Donc, chaque unité plus la garnison
possède une défense double et le Kilimanjaro possède une défense double. Qu'est-ce que la défense double? Donc là, c'est pendant la phase d'attaque. Un joueur qui va secrètement faire son attaque avec représenté par les pièces, le joueur qui défend aura et pourra donner 2 chiffres. Donc au lieu de dire, voilà, je dirais que tu as 3 dans ta main, et ben là, il va pouvoir se dire, avoir plus de chances de se défendre, et il va se dire, tiens, bah alors finalement, je dirais, vu que tu as 4 pièces potentiellement, tu en as 5 en tout, je dirais 3 et 2. Si le résultat, un des chiffres est bon, c'est une attaque qui est arrêtée, et la défense a réussi. Donc là, bah, c'est le même cas de figure. Si la défense est réussie, le joueur garde son unité, mais celle qui attaque, c'est fini. La catapulte. Pour l'attaque, j'ai oublié de préciser imaginons, imaginons que c'est dans ce cas de figure-là. Imaginons comme ça. La catapulte attaque ici. Donc elle prend le soldat en premier. Et encore, on s'en fout pour ce cas de figure-là, je répète. Donc la catapulte, imaginons, elle est dans ce cas de figure-là, donc elle veut attaquer. Là, on s'en fout de l'ordre des choses, mais si jamais c'était une autre unité euh, qui attaquait les adversaires, il faudrait faire dans l'ordre. Donc le soldat, le chevalier et le camp. Là, on est dans le cas de la catapulte. Si la catapulte réussit son attaque, toutes les unités sont détruites et on ne convertit pas le camp ou les catapultes qui s'y trouveraient. Là, elle attaque et dès qu'elle attaque, elle est aussi détruite, elle a fini. Voilà. Si elle échoue, c'est pareil, elle est détruite. Et les unités ici seraient restées. Donc voilà, là, pour la catapulte, elle peut faire des dégâts, mais automatiquement, elle est démantelée et elle retourne dans la réserve de son propriétaire. Donc voilà, on a la catapulte, on a donc le camp où il n'y a que 2 unités qui possèdent la défense double, le camp et le soldat. Le Kilimanjaro, Jora, ne peut pas accueillir 2 chevaliers et la catapulte ne peut pas attaquer dans le Kilimanjaro. Je pense que vous avez tous les éléments pour pouvoir jouer parfaitement à Epix. Maintenant, on va passer vite fait à la phase de la règle avancée. Donc pendant la phase préliminaire, vous avez la possibilité d'acquérir des cartes. Et comment ça se passe? Eh bien, pendant le premier joueur, imaginons que c'est le joueur jaune, dans un premier temps, il déploie ses unités, puis après, il peut, si une carte l'intéresse, miser. Donc imaginons, il mise 3 sur la carte qui fait gagner de l'argent pendant la phase de revenu saisonnier, car vous avez l'explication de à quel moment cette carte va agir. Donc là, il décide, voilà, je mise 3. Il met son petit jeton pour dire que c'est bien lui qui est pour le moment le détenteur potentiel de cette carte. Et ainsi de suite, jusqu'à ce que les joueurs passent ou pas, soient intéressés par cette carte ou une autre. Mais si cette carte l'intéresse un autre joueur, il peut aussi décider de miser beaucoup plus. Soit juste un au-dessus ou beaucoup plus s'il veut vraiment cette carte. Et voilà, après, une fois que ces cartes sont récupérées par les joueurs, elles vont avoir une interaction différente sur les règles et elles vont changer les règles du jeu. Donc il faut vraiment tenir compte de ce que les cartes ont comme explication, car c'est elles qui prévaluent sur les règles de base. Par exemple, certaines cartes vont pouvoir vous permettre de payer moins cher vos recrues. Elles vont vous permettre, pourquoi pas, de gagner aussi de l'or grâce à des unités. Parce que par exemple, cette carte-là, fait d'armes, vos soldats lecteurs du château rapportent chacun un or. En sachant que vous avez 3 soldats potentiels, ça peut vous rapporter quand même 3 en or, ce qui n'est pas négligeable. Ces cartes-là, donc une fois qu'elles sont récupérées, que tout le monde a passé ou qu'il n'y a plus d'argent, etc., et qu'on passe dans les phases de saison, eh bien ces cartes-là sont récupérées par les joueurs qui les ont achetées. À savoir que si, je ne l'ai pas précisé, mais ça coule de source, si un joueur avait déjà misé et qu'une autre personne remise derrière, le joueur qui avait misé au tour précédent et qui se fait destituer récupère son argent. Les cartes qui ne sont pas payées et récupérées par les joueurs achetés sont remises dans la défausse, on n'aura plus besoin pendant tout le reste de la partie. Donc ces cartes-là vont vraiment vous permettre de changer totalement le cours du jeu, le cours d'une partie, et totalement aussi amener une rejouabilité quasi infinie, car vous n'aurez jamais les mêmes cartes, vous avez 20 cartes en tout, elles sont toutes différentes,
Ça va vraiment vous permettre d'enchaîner les parties de manière totalement différente, de revoir votre stratégie en fonction des cartes que vous allez acquérir ou pas. Enfin voilà, en fonction aussi de ce que les adversaires vont faire. Bref, Epix reste un jeu très sympathique, assez classique dans son approche, mais qui fait le taf. C'est un jeu qui a un matériel plutôt agréable à regarder. Les règles sont simples. J'espère donc que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous en avez pensé. Si vous avez déjà joué à ce jeu, si vous aimez ce genre de jeu de conquête, de petites bastons, etc. Bref, voilà. J'espère que ça vous a plu. On se retrouve donc très bientôt pour une prochaine vidéo. Et en attendant, prenez soin de vous. Ciao, ciao.